nouvelle émission. Et nous sommes en automne, vous le savez. Je vous propose donc un voyage dans le vignoble français. Alors au cours de ces 4 dernières années passées ensemble, avec ma petite Micheline, on a traversé un certain nombre de terroirs, de régions viticoles. Et je vous propose donc de découvrir aujourd'hui des recettes qui utilisent non seulement le vin sur la table, mais surtout dans la marmite. Alors on ira en Champagne, dont la culture de la vigne remonte à l'Antiquité et dont le vin effervescent, lui, est plus récent. Et on cuisinera là-bas du poulet au champagne. Oh là là, mais c'est la cuisine de mes rêves, ça! Oh, mais c'est extraordinaire! On dirait une cuisine de film! Oui, un peu. C'est Ratatouille qui vient cuisiner ici. Après ça, on ira en Bourgogne, que nous traverserons pour parler des vendanges et des crus les plus chers du monde. Un détour par le nord nous permettra de découvrir un vignoble plus qu'atypique. C'est vrai que c'est surprenant de trouver ces montagnes artificielles en plein milieu d'un pays si plat. Le plat pays, comme disait le grand Jacques. Avant de cuisiner ensemble une recette de maquereau mariné, qui elle nous vient de Bretagne, et oui, il y a aussi des vignes là-bas. Et enfin, direction les Côtes-du-Rhône, où l'on élaborera notre dessert, un moelleux au muscat. Et pour terminer, on va lancer un défi à un chef dont toute la cuisine tourne autour du vin, et on va lui proposer de créer un plat justement autour d'un vin que l'on aura choisi ensemble. Bon, je vous en dis pas plus, tout ça, vous le verrez tout à l'heure. C'est donc sur les routes du vin que je vous emmène pour un voyage qui traversera la Bourgogne, la Champagne, plus étonnant le Nord, avant de rejoindre la Bretagne, de descendre en Aquitaine, revenir en Provence et de remonter dans les Côtes-du-Rhône. Un véritable tour de France des régions viticoles, de plus en plus fréquentées par les touristes, amateurs de vignes et de vin bien sûr. Difficile de les compter, mais on estime entre 10 et 30 millions les touristes intéressés par les vignes et adeptes de ce que l'on appelle le no-tourisme. Participation aux vendanges, découverte du vignoble à vélo, à cheval ou en montgolfière, spa de luxe au milieu des vignes. Les domaines rivalisent d'idées pour attirer cette nouvelle clientèle, comme les familles, qui représentent aujourd'hui 26% des œnotouristes. C'est à une balade pas comme les autres que se sont inscrits aujourd'hui dans la Drôme Yvonne et Andrea. Ce couple d'amateurs de vin originaire de Haute-Savoie a en effet déboursé 50 € chacun pour découvrir à vélo électrique un vignoble prestigieux des Côtes-du-Rhône. Donc là, cette partie-là, c'est de l'Hermitage. Et ici, sur la droite, c'est du Gros-Hermitage. D'accord. Ça, ce sont des vins qui valent entre 25 et 30 €. Oui. Jusqu'à 300 €. Alors que le Gros-Hermitage, c'est les bouteilles entre 10 et 30 €, quoi. Voilà. Oui. Emmenés par Fabien, caviste, viticulteur et plus récemment organisateur de week-ends œnotouristiques, ils vont parcourir une vingtaine de kilomètres ponctués de haltes, d'un pique-nique au milieu des vignes et de dégustations éclairées bien sûr. Voilà, on va s'arrêter 5 minutes. Ça, c'est très particulier à la région, sur piquet comme ça. C'est vraiment la tradition. Quand on est en coteau, on est obligé de planter la vigne comme ça sur échelle. Et ici, on est dans une région où il y a beaucoup de vent. Et pour ne pas casser les lianes, on est obligé de tâcher très rapidement. C'est des explications que j'ai eues par les vignerons et que j'essaie de transmettre après au niveau pour les clients. Allez, on est reparti. Bonjour. La prochaine halte mène nos œnotouristes au domaine des Entrefaux, à la rencontre de François. En pleine vendange, le moment est bien choisi pour en apprendre un peu plus sur les cépages. Oui, voilà. Donc ça, c'est des marsannes qui sont en train de couper. On a 2 cépages, marsanne et roussanne. Mais quelle est la différence entre la marsanne et la roussanne? Au niveau technique, donc la marsanne est moins sensible à tout ce qui est maladie, on va dire surtout le mildiou et l'oïdium. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas sensible, mais elle est moins sensible que la roussanne. Et la marsanne a l'avantage d'être plus régulière dans sa production. Mais la roussanne, c'est ce qu'on va appeler le bergeron en Savoie, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est C'est les mêmes origines, quoi. Ah, ça, c'est plus les vignes qu'on a l'habitude de Voilà, voir. Voilà, Ouais. ce qu'on appelle sur cordon. Voilà, sur cordon. C'est toujours important d'être en contact avec les gens qui vont consommer votre bouteille parce qu'on crée un lien avec le client. Et après, on le voit, il y a des clients où ces liens, on les a depuis 10, 15 ans sans problème. Hein. On se côtoie régulièrement. Quand ils ont à passer dans la région, ils ont une saucisse, quelque chose comme ça, et au bout de tome, on casse la croûte, on discute. Voilà, il y a un échange qui se fait. Merci beaucoup, Profitez c'est bien. gentil. Merci Un beaucoup. bon retour dans votre pays. Et puis mon Fabien, à bientôt.
Après une petite demi-heure à échanger, nos amateurs de plus en plus éclairés terminent leur balade sur une dernière étape. Une surprise préparée par Fabien. On va commencer par un blanc. Une dégustation au milieu des vignes et un pique-nique 100% produits locaux. Donc ça, c'est un Creux-Hermitage blanc, les pans. Donc c'est très rare, un blanc en Creux-Hermitage. Donc on parlait tout à l'heure de la Marsanne et la Roussanne. Oui. Donc la Marsanne apporte le gras. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment la rondeur et le gras apporté par la Marsanne. Prenez une petite tartine tapenade, ça va très bien ensemble. Plus qu'une balade, c'est une mini-formation que Fabien propose in situ à ses visiteurs, avec un objectif, faire de ces œnotouristes les prochains ambassadeurs de ces vins. Randonnée à vélo ou en 2 chevaux, voire à cheval, et même vendanges organisées, tous les domaines rivalisent désormais d'idées pour attirer du monde. En Provence, on vient même de loin pour participer aux vendanges, à l'image de ce couple de Hollandais qui a déboursé 120 €, chambre d'hôte comprise, pour vendanger. Donc ici, la grappe, vous voyez, on ne met pas le doigt pour éviter de se couper. Hein, voilà, comme ça. Allez-y. Allez-y. Mettez bien le seau dessous, comme ça, s'il tombe des grains par terre, tout tombe dans le seau. Donc c'est très bien. Donc là, on est sur du Syrah. C'est du Syrah, oui. 4 heures et quelques bonnes courbatures plus tard, les premiers tracteurs prennent le chemin du pressoir. L'occasion pour notre couple de faire une pause. Après beaucoup de travail, c'est une bonne récompense. Une démarche qui, pour le vigneron, participe maintenant activement à son chiffre d'affaires. Ces touristes étrangers, notamment, qui viennent, qui ont une part très importante dans la vente directe, hein, puisque notre vente directe au caveau représente 25% de nos ventes totales. Donc c'est un impact important. Vous avez ici le domaine Goumard, le domaine Souchière. Pour accompagner les touristes dans leur démarche vers une nouvelle façon de voyager, un label Vignoble et Découverte a été créé en 2009 sur l'initiative du Conseil supérieur de l'œnotourisme, le CSO. Nous sommes justement allés du côté du Bordelais rencontrer Florence Catiard, propriétaire du château Smith au Lafitte, grand cru classé, et accessoirement présidente du CSO. Pour elle, l'œnotourisme est une source de revenus qui, si on s'en occupe, pourra s'avérer très lucratif pour l'économie du vin. On a pu prouver qu'un œnotouriste dépensait en moyenne 200 € par jour. C'est extrêmement riche en potentiel. On pense qu'on peut arriver à prendre sur les 100 millions de touristes qui arrivent en France chaque année, on pense qu'on peut capter entre un quart et un tiers. Une manne financière qui devrait dans les prochaines années ouvrir de belles perspectives pour les domaines français. Changement de décor, c'est en Champagne que l'on se retrouve sur la montagne de Reims. C'est un parc régional implanté au milieu des vignes entre Reims et Épernay. Alors ici, il y a des vignes et encore des vignes. Forcément, en Champagne, la moindre parcelle prend beaucoup de valeur quand elle est plantée. Le Champagne, c'est plus de 400 millions de bouteilles par an qui sortent des domaines de cette petite région, c'est vous dire. Des bouteilles qui sont précieusement conservées, pour certaines dans d'incroyables crayères, comme celle de la maison Ruinart à Reims. Des crayères qui, à mon avis, méritent le détour. Anciennes carrières, les crayères ont aujourd'hui trouvé une seconde vie dans la conservation du vin. Et les grandes maisons ne s'y trompent pas. Elles ont presque toutes rénové ce patrimoine très impressionnant quand on y pénètre pour la première fois. Il y a 8 km de caves en tout, avec à la fois des caves voûtées un peu plus récentes, qui datent de la fin des années 1800 au début des années 1900. Et puis on va voir quelques crayères qui, elles, pour les plus anciennes, sont de l'époque gallo-romaine et pour les plus récentes, du Moyen-Âge. Acquises en 1768 par l'illustre famille Ruinart pour y entreposer ses flacons, ces caves monumentales qui s'étalent sur 3 niveaux sont classées au monument historique depuis 1931. Classées parce qu'elles ont vraiment une architecture assez exceptionnelle, on le voit là et on va le voir un peu plus loin. Et puis par exemple, il y a ce genre de détail assez extraordinaire, c'est un escalier, l'escalier qui permettait aux ouvriers d'accéder ici pour venir extraire la craie qui a servi en partie à la construction de la ville de Reims. Il y en a évidemment très très peu qui sont dans cet état encore en Champagne. La craie, un des secrets du champagne, la craie qui conserve l'eau pendant les chaleurs de l'été pour irriguer la vigne et la craie qui conserve la fraîcheur nécessaire à la conservation des bouteilles dans ce qui ressemble à de véritables cathédrales souterraines. Alors là on arrive à 35 mètres sous terre
avec évidemment une craie qui est très blanche. Hein. Et on peut écrire avec. Hein. Voilà. Alors, par exemple, sur le bois, vous voyez. C'est la même craie qu'on utilisait à l'école pour écrire sur les tableaux. Elle est très pure, elle est très blanche. Hein. C'est vraiment ce qui fait la caractéristique des sols de la Champagne. C'est dans ces caves que les bouteilles de champagne resteront jusqu'à 3 ans pour les vins non millésimés et entre 9 à 10 ans pour les cuvées les plus prestigieuses. C'est avec Isabelle que j'ai rendez-vous maintenant à Dizy, petite commune près d'Épernay. Cette vigneronne produit bien évidemment du champagne avec son mari Benoît et son frère Alain. Aussi à l'aise dans les vignes que dans sa cuisine, cette viticultrice au grand cœur m'a promis de me transmettre une recette de famille, le poulet au champagne de sa grand-mère paternelle. C'est par ici. Bonjour Isabelle. Comment ça va? Vous allez bien? Oui, très bien. Venez voir un petit peu ce que je vous ai préparé. Oh là là, mais c'est la cuisine de mes rêves, ça. Oh, mais c'est extraordinaire. On dirait une cuisine de film. Oui, un peu. C'est Ratatouille qui vient cuisiner ici. Oui. Et alors, est-ce que vous changez le carrelage en fonction de la recette du jour? Ça m'intéresse quand même. Non, j'attends pas ce... Parce qu'aujourd'hui, on va faire un poulet au champagne, c'est ça? On va faire un poulet au champagne, un poulet malvoisine. C'est une race de poulet qui remonte à presque au Moyen-Âge, puisque Rabelais en parlait déjà. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment une race locale. Voilà, c'est une race locale. Qui a été conservée. Voilà. Alors c'est poulet ou coq? C'est un poulet. Oui, parce que le coq, c'est un peu plus ferme. Ah oui, le coq, c'est comme les corbeaux, on met une brique, quand la brique est cuite, le coq est cuit. Voilà. Je ne la connaissais pas. Bon alors, je vais vous aider. Pour son poulet au champagne, Isabelle commence par faire un bouillon de volaille avec la carcasse du poulet qu'elle a conservé et de beaux légumes. Un petit poireau, un gros, des quelques carottes, ça c'est un oignon piqué, qui est de clou de girofle, et des gousses d'ail. Et quelques gousses d'ail. D'accord, Voilà. donc tu mets de l'eau là-dessus. Hein. Je mets de l'eau là-dessus, un peu de sel et... Je te fais un petit strip. Mais il fait chaud, pour une fois, il fait chaud. Oui. Est-ce que tu veux que je fasse quelque chose pendant ce temps-là? Mettre un petit peu de beurre dans la sauteuse. Hein. Celle-là? D'accord. Oui. Encore un peu de beurre. Nous, on mange riche. C'est pour ça qu'on est un peu gros. Ouais, enfin écoute, excuse-moi, mais tu t'en sors quand même très bien. Hein. Dans le beurre bien chaud, Isabelle fait revenir les morceaux de poulet, sauf les blancs, qui seront pochés plus tard. Elle ajoute ensuite les échalotes et quelques têtes de champignons de Paris. Donc ça, on laisse rissoler, tout doucement. Tout doucement. D'accord. On retourne de temps en temps. Et on laisse cuire combien de temps? Et on laisse cuire pendant une vingtaine de minutes. D'accord. Hein, à feu assez doux. 20 minutes plus tard, les morceaux bien dorés, mais pas trop, sont débarrassés et maintenus au chaud. Maintenant, on va déglacer les sucres avec le champagne. Oh, chic. De la maison. Oh, c'est chic. Et en plus de la maison. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'il faut un champagne particulier? On prend un brut. Oui, je vais prendre un champagne qui a été vieilli en fût de chêne. Ah, quand même. Ça va vous donner un petit peu, vous savez, le petit côté, je dirais, jurassien. Vous savez, vin le petit... jaune un peu. Voilà. D'accord. Et qui est souvent très bon avec l'arôme les de noix, de voilà. coquille de noix. Voilà. Attention. Ouais, on sent la professionnelle. Voilà. Oui, j'en ai déjà Quand tu déglaces le champagne, tu déglaces. On sent que vous fournissez à la maison. Hein. Il faut la valeur d'une demi-bouteille de champagne. Ah, quand même, d'accord. Oui, parce qu'on va faire réduire de 2 tiers. Pour son velouté, Isabelle prépare maintenant un roux blanc qu'elle mouille avec son bouillon de volaille préalablement filtré. Il ne faut pas que ce soit une béchamel, hein. Il faut que ce soit quand même beaucoup plus liquide, un velouté, quoi. Voilà, hein. On a cet aspect-là. On va l'ajouter dans notre réduction de champagne. Ok, chef. Oh, oh, oh. Dernière étape de notre sauce au champagne, ajouter la crème. Et là, Isabelle l'ajoute double crème. Il y en a une qui va servir à épaissir et l'autre, si on ne met que la crème épaisse, à ce moment-là, ça se liquéfie, c'est pas bien. Et oui, parce que paradoxalement, la crème liquide épaissit à la cuisson et la crème épaisse se liquéfie à la cuisson. Voilà. Donc quand on met les deux, on a tout bon. Et je vais faire maintenant pocher mes blancs. Et là, tu les fais pocher combien de temps? Oh, 10 minutes. Et tu veux que je remette les morceaux aussi en même temps? On va mettre un petit peu les morceaux. C'est remijoter tout ce petit monde-là.
Et ça, c'est une recette qui est De une recette de grand-mère, hein. famille, de grand-mère, Oh, oui. ouais, mais de ta Oh, oui. grand-mère ou de la région simplement? J'avais surtout mes parents, ma grand-mère paternelle Ah oui. et mes parents cuisinaient tous les deux comme on est un peu Benoît et moi. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Et en vieillissant, ils chipouillaient dans la cuisine. C'était à mourir de rire. Chacun avait sa version. Ah là ses là là là, petits mais trucs. non, c'est pas comme ça. Mais si, je te dis que c'est comme ça. Et puis, oh, tu me fais du chantier. Ça, c'était maman qui disait ça, papa. Et en fin de compte, ils nous sortaient des choses extraordinaires. Voilà, donc on va laisser mijoter pendant une bonne dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Et ben pendant ce temps-là, je vais noter cette merveilleuse recette Voilà. dans mes petits carnets. Alors, un poulet. Pour notre poulet au champagne façon Isabelle, il vous faudra un bon poulet fermier, d'1,5 kg au minimum, 3 échalotes, 200 g de champignons de Paris, 5 carottes, un poireau, un oignon piqué de clous de girofle, 10 centilitres de crème liquide, une cuillerée à soupe de crème épaisse, une demi-bouteille de champagne et un peu de farine. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, un petit bout. Un petit bout Oui, n'importe. voilà. Des petits champignons quand même. Sûr. Et un peu de cette magnifique sauce. Un petit peu de sauce. Hein. Alors ça, on peut l'accompagner d'un petit riz pilaf. Oui, ben oui. Ça doit être délicieux. Alors tu sais ce qui me plaît beaucoup, au-delà de la qualité de la volaille, qui est vraiment rare, parce qu'on sent qu'il y a vraiment de la matière, tu vois. C'est un poulet qui est pas resté dans une cage, quoi. Oui. Mais surtout cette petite sauce dont tu parlais, ce côté acidulé, Voilà. avec le mélange entre la crème, La il y a crème vraiment épaisse et le goût de la crème et le Et champagne. l'acidulé du champagne, c'est quelque chose qui se marie bien. Ouais, et l'arôme de la volaille qui est renforcé par le fond bien réduit. Une association que nous validons haut la main. Le champagne a, aussi étonnamment que cela puisse paraître, toute sa place dans nos marmites. Changement de décor pour rejoindre cette fois-ci la Bourgogne. 300 km plus au sud, nous voici au cœur du vignoble bourguignon, précisément à Beaune, capitale s'il en est de ce fameux vignoble. La route des Grands Crus porte bien son nom. Tout au long des 60 km qui traversent les 38 villages viticoles, on croise des noms prestigieux, la Romanée Conti, le vin le plus cher du monde, Vosne Romanée ou encore Gevrey-Chambertin. Cette route est un voyage dans l'histoire de notre pays. Et puisqu'on parle de Gevrey-Chambertin, une anecdote rigolote que j'aimerais vous conter. On dit que c'était le vin préféré de Napoléon, ça vous le savez probablement, et qu'il ne se déplaçait jamais sans ses bouteilles sur les champs de bataille. Alors pendant la campagne de Russie, il faisait très froid et Napoléon Ier avait demandé à son aide de camp de garder une bouteille contre sa poitrine pour tenir le vin à bonne température. Bon, plus tard, il a quand même perdu la bataille de Waterloo et certains disent que c'est parce qu'il n'avait pas eu son verre de Chambertin. Cela dit, une bataille qui se passait à Waterloo ne pouvait pas être gagnée par un amateur de grand vin. En tout cas, qu'il soit grand ou plus modeste, les vins d'aujourd'hui misent tout sur la qualité. Entre haute technologie et biodynamie, le business du vin est un marché juteux, plus que concurrentiel. Avec ses 900 ans d'âge, le Clos Vougeot Grand Cru est l'un des plus prestigieux vins de Bourgogne et de facto l'un des meilleurs vins de la planète. Fondée par les moines de l'abbaye de Cîteaux, l'appellation est répartie aujourd'hui entre 80 propriétaires qui possèdent quelques rangs de vignes ou plusieurs hectares. C'est le plus grand vignoble ceint de murs au monde. Les murs qu'on voit derrière l'entourent sur 3 km 300. Beau raisin. François Labbé est à la tête du domaine du château de la Tour, certainement le plus connu des Clos Vougeot. Ici, pas une bouteille ne sort en dessous de 200 € et prend vite de la valeur. Alors on comprend que les vignes et leurs précieuses grappes de pinot noir soient l'objet de toutes les attentions. Ça a l'air bien, ça a l'air bon. Les vieux pieds sont coupés, parfait. Joli raisin de vieille vigne, il y en a un pied qui a 100 ans passé. On a des rendements très faibles, là, à peu près 20 centilitres par pied. C'est donc très peu, c'est quelques grappes seulement. Il faudra presque 4 pieds pour faire une seule bouteille de vin. On comprend mieux le travail d'exception de notre vigneron. Une fois récolté, le raisin passe ensuite à la table de tri. Et qu'importe le prix de la grappe, celles qui ne sont pas parfaites sont systématiquement écartées. Ce qui est important, c'est donc non seulement la maturité des grumes, mais aussi la maturité de la rafle. Et là, c'est mûr. Ça, c'est le raisin de rêve, ça. Là, c'est le raisin très sucré, très... voilà. On est dans le cousu main. Nous sommes les Hermès du vin.
Et pour savoir quand le raisin est mûr, la haute technologie s'associe désormais à l'œil du vigneron. Nous sommes cette fois dans le Bordelais et au château Lyonnat, les vendanges n'ont pas encore commencé. Voilà, tous les 10 mètres. Donc on va venir mesurer 2 grappes à gauche, 2 grappes à droite. Okay, on prend une grappe de raisin et on va venir apposer le capteur sur la grappe de raisin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir en temps réel, à la parcelle sur l'écran du capteur, la concentration d'anthocyanes contenue dans la grappe. D'accord. Cet appareil s'appelle le multiplex, c'est un capteur optique qui va permettre de mesurer certaines substances, notamment les anthocyanes, qui sont des pigments contenus dans la pellicule du raisin et qui donnent cette couleur rouge au raisin. En clair, le capteur piéton va dire à notre viticultrice si la grappe est mûre ou pas assez en déterminant sa maturité phénolique. Vous pouvez avoir des raisins qui sont sucrés, qui sont très peu acides, mais vous allez avoir toujours des pellicules qui vont être épaisses, la couleur qui ne va pas être suffisante pour les raisins rouges, ou encore des pépins qui peuvent ne pas être mûrs et un petit peu verts. Et dans ce cas-là, on va chercher justement à quantifier cette maturité, qui est donc une maturité différente qu'on appelle phénolique, et donc voir comment elle évolue au cours du temps et quand est-ce qu'elle peut être optimale afin d'avoir la bonne date de maturité du raisin et donc de vendanger. Chaque rang de vigne sera donc mesuré suivant un protocole bien précis. En traitant les informations par GPS, on obtient ensuite une cartographie détaillée de la maturité des parcelles permettant de s'organiser. On voit donc en rouge qu'on a une faible vigueur. Donc cette parcelle par rapport aux autres parcelles est donc plus faible en termes de vigueur. En rouge, la parcelle n'est donc pas prête. En vert, on peut vendanger. Mais l'information va plus loin. En analysant les données, on pourra savoir quel rang de vigne assembler avec quel autre pour obtenir un vin équilibré. Une étude qui a un prix. Plusieurs milliers d'euros pour un abonnement à l'année sur le domaine du château, mais qui s'avère rentable dans un marché de plus en plus concurrentiel. À l'opposé de toutes ces techniques et outils informatiques, il est un autre secteur qui s'affirme de plus en plus, c'est celui de la biodynamie. Bienvenue dans le Vaucluse chez Marie-Pierre et Éric. Dans leur propriété de la Cabotte, ces puristes amoureux de la nature n'utilisent aucun intrant chimique, se fient à la lune pour la taille et traitent leurs parcelles avec des tisanes. Voilà les plantes qu'on utilise dans nos préparats de biodynamie. Un des principaux, c'est le cristal de roche qui est broyé finement et qui reste et qui séjourne pendant les 6 mois d'été dans une corne de vache. Et le deuxième préparat qu'on utilise au printemps, c'est tout simplement de la bouse de vache qui a séjourné pendant tout l'hiver dans la corne et qui fait un compost vraiment exceptionnel. La corne de vache retient vraiment toutes les énergies. Toutes les énergies qui vont se former avec la dégradation de la matière vont rester à l'intérieur de la corne et ça va faire vraiment une espèce de cocktail très très puissant. Ce cocktail, qui utilise aussi l'ortie, la prêle ou encore le fenouil, est ensuite préparé dans un dynamiseur pour obtenir une sorte de potion 100% naturelle qui favorisera la photosynthèse, augmentera les concentrations ou protégera la vigne du mildiou. Le principe de la dynamisation, c'est la mémoire de l'eau. Le dynamiseur tourne pour former un vortex, un tourbillon. Au moment où on casse le tourbillon, on appelle ça le chaos. Et au moment où se forme ce chaos, l'eau est dans un état où elle peut recevoir un petit peu les informations qui sont dans les tisanes ou dans les préparats. Et plus on forme de chaos, plus l'eau va se gorger de ces informations. 1 heure plus tard, la tisane est prête, reste à la pulvériser sur les vignes. Une technique qui, si elle semble un peu farfelue pour certains, connaît de véritables résultats, à tel point qu'un tiers du vignoble français passera bientôt sous ce label qui préserve et fait vendre. On n'est pas tout à fait fou, et si on fait ça, c'est parce qu'on trouve que ça apporte un plus au vin. On a des vins qui sont beaucoup plus épurés, beaucoup plus fins, qui sont beaucoup plus élégants. On a l'impression qu'on a retiré tout le grossier au vin pour garder que la finesse et l'élégance. On est vraiment dans l'esprit du vin avec la biodynamie. On l'a vu, la vigne est le
l'objet de toutes les attentions dans ce chemin de l'excellence. Mais pas seulement. Il est une autre étape primordiale, la vinification. Et en Bourgogne, on trouve l'une des plus belles tonnelleries de France, fleuron de l'artisanat du bois, et surtout l'un des derniers tonneliers de la région, Thibault. Si autrefois l'élevage en barrique était courant, aujourd'hui seulement 2% des vins français passent par des tonneaux de bois qui donnent aux vins français cette typicité. Allez, direction Villers-la-Faille pour en savoir plus. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Thibault. Bienvenue. Alors, merci. Alors vous êtes tonnelier. Eh oui. C'est un beau métier ça. C'est un beau métier, oui. Donc sans vous, pas de grand vin. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Première étape de ce métier, pour beaucoup méconnu, il faut transformer les chênes de la région en mérins, sorte de lattes qui, comme le veut la méthode ancestrale de séchage, sont entreposées en extérieur à l'air libre pendant environ 2 ans. Ces lattes seront ensuite cintrées pour donner ce que l'on appelle des douelles. On va passer à l'assemblage des douelles de façon à monter un fût. Hein. C'est ce qu'on appelle le montage en rose. Pour composer un fût, on a environ une 30aine de douelles. Ouais. Voilà, et elles sont simplement juxtaposées autour d'un cercle. Et c'est ce qui va définir un tonneau. C'est là qu'on voit que la découpe des douelles, préalablement, est très importante. Hein, alors, pour pas qu'il y ait de fuite. Exactement. C'est un vrai jeu de Mikado. Hein. En effet. Et alors là, vous faites quoi? Vous retirez la clé. On va mettre la dernière. Et comment c'est possible que vous tombiez pile, juste dans le serrage des douelles? Donc précédemment, on a établi nos fûts avec un gabarit. Vous n'avez pas pris des douelles au hasard, voilà. D'accord. Une fois que le fût est préparé, ouais. On va passer à l'étape du cintrage. Ah, d'accord. Le cintrage, en fait, on va rassembler les douelles du bas au même diamètre que le haut. Et donc pour ça, on a besoin d'eau très chaude et du feu. Et donc là, on peut sentir les arômes. Ça sent vraiment la pâte à pain fraîche. Ouais, c'est agréable. L'étape suivante, c'est la cuisson. Et ça, c'est très important. On va marier le bois avec le vin. Par la chaleur, les tanins qui sont concentrés dans le bois vont cuire et donc voilà. Plus vous avez de tanins, plus vous allez apporter l'aromatique du bois sur le vin. Mais vous, votre travail, c'est justement d'en apporter un peu, mais pas trop, d'où la chauffe, enfin la cuisson. Voilà. Donc finalement, vous n'êtes pas seulement un fournisseur pour le viticulteur, vous êtes aussi un partenaire dans l'élevage du vin. Exactement. Il est vraiment capital de ressentir ce dont il a besoin. Et en fonction de cela, nous, on va lui conseiller un type de bois et un type de chauffe. J'ai compris que plus la chauffe était longue, moins les arômes du bois étaient prononcés. Voilà. Je vous propose d'aller voir la mise en place d'un fond. Donc aujourd'hui, Melvin, qui est notre apprenti, en ce moment, il est en train d'empâter. Donc c'est simplement de la farine et de l'eau. C'est ce qui va servir au joint d'étanchéité. C'est un joint d'étanchéité naturel. On n'a pas de colle, on n'a pas de vis, on n'a rien du tout. C'est simplement sous la pression des cercles qu'on fera l'étanchéité entre chaque douelle. Et Melvin, ça fait combien de temps que vous faites ce métier? 6 mois. 6 mois et vous êtes déjà aussi aguerri? Je ne suis pas autant que vous le croyez. Ah bon, bah il paraît en tout cas. C'est avec de jeunes apprentis comme Melville que ce savoir-faire pourra perdurer. Même si les cuves en inox qui préservent l'arôme du fruit sont une véritable alternative. Je comprends mieux aujourd'hui en quoi le fût de chêne participe à l'élevage du vin et façonne son goût. À présent la région bourguignonne pour remonter plus au nord. Et c'est même un euphémisme, quand je dis au nord, je parle bien du Nord-Pas-de-Calais où se trouve un vignoble pas comme les autres. Direction le bassin minier dans la région de Béthune, où la restructuration des puits après la fin du charbon a pris parfois des tournures étonnantes. À Neu-les-Mines, on trouve ainsi une station de ski sur un ancien terri. Un peu plus loin, c'est un site de parapente ou des chemins de randonnée qui serpentent sur ces montagnes artificielles. Mais il est une reconversion qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle du terril d'Alicourt.
On y trouve 2 fous géniaux, 2 vignerons qui ont décidé de planter des vignes au sommet de ce terri. Tout là comme une montagne bien à plage, des faux partis et nos paysages, qui nous périorent au pincé que je terris, par un bio jour ils seront évanouis. C'est vrai que c'est surprenant de trouver ces montagnes artificielles et puis qui finalement sont devenues naturelles au fil des années, en plein milieu d'un pays si plat. Le plat pays, comme disait le grand Jacques. D'autant plus que certains terrils sont restés noirs et d'autres, en revanche, ont accueilli de la végétation. Une végétation qui a visiblement poussé naturellement. Et ça, je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère géologique que peut-être nos copains vont pouvoir nous expliquer. C'est avec Olivier et Henri que j'ai rendez-vous. Olivier le nordiste et Henri, un vigneron charentais venu prêter main forte à son ami. Parti rogné par ces bulldozers, je te dis adieu, ma vieux terri de Rimbert. C'est fou, je crois que j'ai jamais vu des vignes plantées sur un terrain aussi pentu. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes des vignerons funambules un peu, non? C'est ça? Oui, un peu funambule quand même. Oui, on essaye. On commence à avoir le bon pied. J'imagine qu'au départ, quand vous avez fait le pari fou d'installer des vignes ici, c'est vraiment pas un terrain de vigne, un terroir de vigne. Il faut peut-être dire qu'un terroir, c'est 2 choses. C'est un sol et un climat. Alors le climat n'est pas favorable, mais le sol compense ces carences climatiques. C'est ce qu'on a vu en fait. Une des surprises, c'était de voir une pousse presque méditerranéenne. Vous voyez, À quoi vous voyez ça? Les feuilles ne sont pas très grandes. Ouais. Et puis entre deux nœuds, vous avez une longueur qui est assez réduite. D'accord, et ça c'est ce qu'on appelle la pousse méditerranéenne. C'est par opposition à des vignes ici qu'on peut trouver dans la plaine. Quel cépage avez-vous planté ici? D'un chardonnay parce que c'est un cépage précoce. Parce que sinon vous auriez vendangé en novembre, quoi, c'est ça? On n'aurait pas vendangé. Il n'y a pas du tout de vigne d'ailleurs dans le Pas-de-Calais? Si. Quelques-unes. Quelques petites associations qui essayent de faire des choses. Mais alors, une question, si j'ai bien compris, ces terrils, ils ont été formés de ce qu'on appelait finalement les matériaux stériles par rapport au charbon, c'est-à-dire tout ce qu'on rejetait quand on voulait extraire le charbon. C'est ça, parce qu'on la voit la végétation naturelle. Parce qu'il y a certains terrils, notamment en face, qui sont restés complètement noirs. Tout à fait. Alors, ils ne sont pas formés tout à fait des mêmes composants, hein, puisqu'ici, on a un très vieux terri, alors que là-bas, on a un terri beaucoup plus récent et donc le charbon était lavé à la machine, il y avait des bouts de lavage, hein, donc c'est beaucoup plus stérile, hein, on le voit. Hein. Il y a eu des essais d'engazonnement qui ont été faits, mais ça met beaucoup plus de temps à démarrer. Parce qu'il n'y avait pas les mêmes méthodes de triage. Tout à fait. C'est l'heure de partir maintenant déguster notre récolte 2013. Et pour ça, on va aller au Mustang, un joli petit bistrot qui est juste au pied de l'église d'Aillicourt qu'on voit là-bas. Ah oui, je la vois là, elle est jolie d'ailleurs. Allez, c'est parti, on y va. On se fait des lignes en Ford Mustang et bang, on embrasse les platanes à gauche. Bonjour Olivier. Salut Franck. Ça va? Ça va bien Olivier? Bonjour Henri. Salut Franck. C'est monsieur Jamais. Monsieur. Madame Julie, mais enchanté. Alors donc, nous voilà au Mustang. Vous n'êtes pas du tout fan de voiture, vous? Oh, un peu quand même. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on va goûter? On va goûter votre vin? Bien sûr, on va goûter notre vin charbonné. Je suis toujours un peu à la recherche d'un nom pour notre vin. Normalement, on devrait s'arrêter sur le charbonné. Ah, c'est une jolie idée, ça. Voilà. Ah, j'aime bien. Alors, il a une belle couleur, en tout cas. C'est un vin qui sort brut de fût. Hein. Alors, le nez est très agréable, ça dit. Hein. Oui. C'est citronné. Oui, un peu citronné, tu as raison. Ça, c'est sûr. À la vôtre. À votre bonne santé. Julie, à la tienne. Et à l'avenir de la vigne, Henri. dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est qu'il est bon. Il est frais. Mais il est très bon. C'est un vin qui est très c'est bon. Il est très bon. Pardon de ma surprise, mais... C'est la toute première année. Hein, donc c'est vrai que c'est une jeune vigne. C'est une toute jeune vigne. Il est très agréable parce qu'il y a vraiment de la matière. Tu as raison, il y a une acidité, mais il y a quand même une longueur en bouche, il y a quand même du gras. C'est bien équilibré, de ce point de vue. Ah, tu sais que le jour où vous le commercialisez, moi j'en veux bien. Hein. Ah non, mais c'est sûr, on sera très contents, nous. Un vin plein de surprises dans un terroir tout aussi étonnant. Souhaitons un bel avenir à ces vignerons qui ont pris ce pari fou de valoriser ces pans d'histoire minière. Beaucoup plus à l'ouest, direction à présent la Bretagne. Si la vigne dans le nord est confidentielle, la Bretagne a eu, elle, ses belles années, même si le vignoble breton a presque intégralement disparu entre le XVIe et le XXe siècle. Entre nous, ce n'est pas pour découvrir les gros plans nantais ou le muscadet que j'ai choisi de faire une étape en Bretagne, mais pour vous faire découvrir une recette de maquereau mariné au vin blanc que prépare un artiste étonnant, Yann Kersalé. Il est installé à Douarnenez
Il est plasticien, il a parcouru le monde entier et il m'a donné rendez-vous, nous a donné rendez-vous dans son atelier. On a vu le vin cuisiné en Champagne, ici en Bretagne, on est plus adepte de la marinade. Yann est un adepte de cette technique qui préserve le produit et dont la vertu principale est d'attendrir les chairs. Entrez! L'air d'être là. Entrez. C'est vite dit, entrez. Ah bah voilà! C'est pas évident de l'extérieur. Bienvenue. Quand même. Bah ouais, non, c'est fait, c'est camouflé. Je t'embrasse. Ça va? Bon écoute, moi je suis venue. Oui. Et l'idée c'était que tu me fasses ta recette de maquereau, parce que je crois que t'en as une qui a fait ses preuves. Le maquereau est un poisson extraordinaire parce qu'on peut le préparer de 1000 façons. Mais pour aujourd'hui, une seule façon suffira. On va les faire mariner nos poissons. Nous commençons par lever les filets. J'enlève les petites arêtes là. Ce que je fais et que beaucoup ne font pas, c'est que j'enlève cette petite peau là. Ah oui, et pourquoi? Et là par la tête justement, par là-haut. Pourquoi? Parce que ça donne un croquant et après je sépare, Moi, tu je vois, joue la peau. le dos des ventres. Parce que Tu je fais des sépare. aiguillettes quoi, en quelque sorte. Oui, mais pourquoi? Parce que les ventres Ouais. n'ont pas le même goût que les dos. Ah bah oui, c'est plus gras le ventre. Eh oui. Je suis d'accord avec toi, moi c'est un poisson que j'adore. Et je trouve que les gens le cuisinent trop peu. D'abord, il est très bon marché, il est très abondant. Et il est très bon pour la santé, c'est plein d'acides gras essentiels, comme on dit aujourd'hui. Là, c'est oméga 3 à blanc. Voilà, exactement. Au total, une dizaine de maquereaux découpés en aiguillettes, auxquels nous allons ajouter des carottes, des oignons de Roscoff bien sûr, avant de les faire mariner. Yann commence sa terrine en empilant des couches de maquereaux avec ses légumes, mais aussi des rondelles de citron, sans oublier les épices. Un petit clou de girofle quand même. Ouais, on aime bien les épices de toute façon en un général. petit clou de girofle là, ça peut aider. Et attention avec ça, 1 ou 2 piments oiseaux. Hein. Pour un grand plat comme ça, on va en mettre 3. Vaut mieux pas tomber dessus quand même. Hein. Mais il faut y aller mollo. Un peu de sel et de poivre, un verre de vinaigre blanc, la même quantité de vin blanc pour recouvrir à niveau, une feuille de laurier et un peu d'huile d'olive. Le tour est joué. Ça marine combien de temps d'ailleurs? Bah, le mieux, c'est de mettre ça, une fois que c'est comme ça, je mets un film alimentaire et je mets au frigo une nuit. Une nuit, ça suffit. Le mieux, c'est bien, quoi, une nuit pour le lendemain. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais écrire la recette, puis je vais la dessiner, comme ça. Donc, je te la montre. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Donc, c'est joli! Maquereau à la Douarnenez, mariné au vin blanc. Et tu veux pas illustrer toutes les recettes du livre Les Carnets de Julie? T'as un peu de temps. Ouais, je suis débordé de rien faire. Ah, je peux la garder? Ben oui, bien sûr. Ah, génial, ça c'est un joli cadeau. Un cadeau que je partage avec vous quand même. Alors, pour les maquereaux marinés au vin blanc façon Yann Kersalé, prenez pour 6 personnes 6 maquereaux, un citron, 2 carottes, un oignon de Roscoff, 2 piments oiseaux, 2 clous de girofle, du poivre en grains et du sel de Guérande, un verre de vinaigre d'alcool, un verre de vin blanc sec, une feuille de laurier et un trait d'huile d'olive. Cuisiner des plats autour du vin, on a traversé des vignes, on a découvert ensemble des domaines, mais on n'a toujours pas vendangé. Et comme c'est la saison, j'ai envie d'aller mettre les mains dans le raisin. Pour m'y coller, j'ai pris la route du Luberon dans le sud des Côtes-du-Rhône, précisément en direction de Baume de Venise et de son fameux muscat si doux au palais. C'est au domaine des Bernardins que j'ai rendez-vous avec Romain, avant de cuisiner juste après un moelleux au Baume de Venise. Alors ici, Romain et ses équipes travaillent 23 hectares, dont 17 sont consacrés au muscat lui-même, composé de 2 cépages, le petit grain blanc et le petit grain rouge.
Bonjour, vous êtes Romain? Ouais. Bonjour Romain. Bonjour. Ah, ça bosse, hein? L'équipe est en pleine vendange pour un muscat Baume de Venise, une appellation d'origine contrôlée depuis 2005. C'est mon arrière-grand-père qui a créé l'AOC Muscat de Baume de Venise. Ah bon? Donc c'était il y a combien de temps? Donc l'appellation en 45. C'était une des premières appellations? Oui, ça fait partie pas des toutes premières, mais ça fait partie des premières quoi, avec Château. Donc c'est une des fiertés familiales. Voilà, exactement. Et les vendanges se font toujours manuellement? Oui, pas de vendange mécanique? On vendange tout à la main. Mais est-ce que ça fait partie de l'AOC ou c'est votre engagement à vous sur le domaine? Pour les muscats, ça fait partie de l'AOC. Nous, notre engagement, on le fait aussi sur les côtes du Rhône, les vins de pays, tout en vendange à la main. Tout ce que vous produisez. Pour un niveau qualitatif, ça permet vraiment aux vendangeurs de choisir la grappe, de vérifier si la grappe est belle, si elle n'est pas belle. Parce qu'il y en a que vous jetez aussi. Voilà, exactement. Et on abîme moins aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire, on abîme moins le pied. Exactement. Pour fabriquer votre vin, après la vendange, quelle est l'étape suivante? Donc là, la benne va partir dans la cave qui est dans le village, à 2 km. Vous êtes vigneron, vous n'êtes pas seulement viticulteur. Non, on est vigneron. En effet, le vigneron cultive et transforme le raisin, tandis que le viticulteur ne fait que cultiver la vigne. Les grappes fraîchement coupées sont directement menées d'ébène au pressoir de la cave. Pas une seconde n'est perdue pour garder la fraîcheur du fruit. Le raisin est pressé, puis le précieux nectar en devenir est recueilli dans une cuve en inox, où va débuter la fermentation alcoolique. Mais pour le moment, c'est en cuisine que j'ai rejoint Elisabeth, la maman de Romain, pour qu'elle me transmette sa recette de famille. Un savoureux moelleux confectionné avec des produits maison, bien sûr. Alors, quelle quantité de muscat faut-il pour le gâteau? Il faut 10 centilitres. Oh ben là, on les a tranquillement, non? Oui, mais on en met toujours un peu plus parce que comme ça, c'est J'adore meilleur. cette couleur, surtout. Alors, quelle que soit la génération, c'est le gâteau des mamans. Des mamans et je dirais aussi des enfants parce que c'est assez simple, donc... Tout le monde peut le faire. Alors, je commence par quoi? Alors, on met la farine, il faut 200 grammes. 200 grammes, d'accord. On va mettre le paquet de levure. Levure chimique. Un paquet entier? Oui, un paquet entier. D'accord. Voilà, on met une pincée de sel. Moi, je vous laisse faire. Je rajoute un petit peu de alors zeste. ça, il faut râper le zeste d'un citron. Là, on va faire la deuxième partie. Les liquides, donc. Voilà. Alors, je mets donc 10 non, centilitres. c'est pas maintenant. Ah bon, Ça, c'est très important. J'ai toujours remarqué l'ordre d'incorporation des ingrédients dans les gâteaux. Personne n'est capable de vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que ça marche mieux quand on met ceci avant cela, pour que la pâte soit bien homogène, finalement. Alors, on va d'abord mettre les œufs. Il va nous falloir 3 œufs et le jaune d'un. Et un chef. Voilà, on va battre les œufs. On bat. Et on met le sucre. Alors, je vais remettre ça là. Bien fouetter, hein, pour faire fondre un petit peu le sucre et cuire les œufs. Alors donc là, on va mettre du muscat, 15 centilitres. 15 centilitres, donc sur 50 grammes. Hop là. Ah bah vous voyez, on est juste. On pourrait même en rajouter une larmichette. Il n'y en a jamais trop. Voilà. C'est bon. Là, on rajoute l'huile d'olive. On va la chercher à la fontaine. Voilà. Un petit peu. Alors, 10 centilitres. Et on verse la préparation. Alors le muscat, là, on le cuisine en gâteau. Mais comment on peut l'incorporer dans la cuisine? On peut faire des recettes avec du lapin, avec une petite liaison avec du pain d'épices. Ah, un peu sucré-salé? Un peu sucré-salé. Et puis on peut faire aussi, lorsqu'on fait une salade pour la vinaigrette, mettre une larme, voilà. Une larme de muscat. Et Comme ça, un vinaigre balsamique, un petit voilà, peu, c'est et ça? ça va très bien. Et ben voilà, on a notre pâte. Voilà. Dernière étape, le moule est beurré. On le farine avant d'ajouter notre pâte bien liquide et on l'enfourne à 150 degrés pendant 45 minutes, juste le temps de noter la recette. Pour le moelleux au muscat de Baume de Venise d'Elisabeth, nous prendrons 200 g de farine, un sachet de levure chimique,
un citron pour son zeste, 3 œufs entiers et un jaune, 150 g de sucre de canne, 10 centilitres d'huile d'olive, 15 centilitres de musc à baume de Venise, une pincée de sel, et pour le glaçage à réaliser après la cuisson, 100 g de sucre glace et le jus d'un citron. Ça va le parfumer, ça va aussi le rendre un peu plus moelleux, forcément. Aussi le garder moelleux plus longtemps. Encore l'illustration de l'utilisation du vin en cuisine, en sauce, en marinade et enfin en exhausteur de goût dans notre dessert du jour. Le vin en cuisine n'a pas fini de nous surprendre. On quitte à présent cette vallée du Rhône et les contreforts du Ventoux pour notre dernière étape et ultime recette. On va rejoindre la capitale où j'ai décidé de challenger un chef autour d'un plat. Enrico Bernardo n'est pas un chef comme les autres, mais plutôt un sommelier-restaurateur. Dans son restaurant, on ne choisit pas son plat, mais le verre de vin que l'on veut déguster et qu'il accorde lui-même avec un mets que vous découvrirez au moment de passer à table. Je lui ai donc demandé de réfléchir à 2 plats en accord avec un vin rouge et un vin blanc. Alors on va prendre pour les blancs un Condrieu, puisqu'on est encore en vallée du Rhône, et pour le rouge, allez je dirais, on sort de France, un Ribera del Duero 2013. Et on va voir ce qu'il nous propose. Champion du monde des sommeliers à l'âge de 27 ans, Enrico a mis sa passion au service de la table. Ici, la carte des menus ne contient que des vins. Les plats sont établis en cuisine en fonction des produits de saison. On ne choisit pas. Je suis impatiente de voir ce qu'Enrico et son chef vont me proposer. Bon, le Ribera, tu connais bien. Un vin qui a pas mal de fruité sous l'aspect aromatique, pas mal de densité. Caractère assez riche. Je pense qu'il faut jouer un peu sur les saveurs comme l'agneau. Je ne sais pas si au marché aujourd'hui tu as trouvé ça. Oui, on a trouvé un bel sel d'agneau doulet. En garniture, je pense qu'il faudra jouer un peu sur des saveurs méditerranéennes, genre aubergine, dans cet esprit-là. Je pense qu'on peut faire un petit purée d'aubergine fumée. On peut faire une garniture de pois chiches avec quelques petits légumes. Parfait. Pois chiches avec le jus de cuisson, genre couscous, un accompagnement, ça donne un peu d'onctuosité. C'est parfait sous les tanins du vin qui sont un peu jeunes, du coup, amène un peu d'astringence. On va l'essayer avant quand même, avant de le servir, mais je pense que la théorie, elle va être bonne. Avant, elle va déguster un Condrieu. Je pense qu'il faut jouer sur un poisson blanc, genre bar, genre sole, genre Saint-Pierre. Saint-Pierre. Saint-Pierre, tu as ça? Tu as trouvé? Ben, top. Et côté assaisonnement... Je pense qu'on peut faire un mousse de piña colada. Oui, parfait. Comme ça, on garde un côté original. Une noix de coco qui amène un peu de côté lacté, l'ananas, le fruité. Je pense que c'est très bien. C'est passionnant tout ça, Enrico, mais finalement, un blanc avec un poisson et un rouge avec une viande, c'est pas un peu conventionnel ? Non, Julie, non, pas forcément. Et évidemment, le réflexe primaire, c'est poisson, vin blanc, viande, vin rouge. Après, ça dépend vraiment de la structure du vin, la densité, l'onctuosité. Là, c'est un Condrieu qui est plutôt large, qui est plutôt rond et un côté exotique. Du coup, il vaut mieux une chair blanche, un poisson délicate, mais jouer sur les épices, jouer sur la douceur, la sucrosité dans l'assaisonnement. Sous ce vin blanc-là, on pourrait aussi essayer une viande blanche, par exemple une volaille ou même une terrine de lapin, voire une côte de veau. Si on joue avec quelques garnitures un peu fruitées, ça peut être un mariage qui peut être divin. Chef, on va essayer l'agneau, on va se concentrer sur le mariage avec le Ribera del Duero. Si tu veux, je te suis en cuisine. Merci. Bon, on est en train de préparer la sel d'agneau. On va mettre un peu de sel, pois, un touche d'huile d'olive. La poêle, c'est important, bien chaud. On va les dorer pendant 2-3 minutes, doucement. On va finir avec un peu de beurre. Une fois qu'il commence à être bien chaud. Bien colorée, la selle d'agneau terminera sa cuisson au four juste 3 minutes. Le temps de lancer la garniture des petits légumes, échalotes, courgettes et carottes, juste poêlées à l'huile d'olive. Et il faut que les légumes restent croquants. On met les pois chiches, un peu de beurre.
Un peu de jus de viande, de ciboulette ciselée et le plat est dressé. Le chef l'accompagnera d'une purée d'aubergines fumée. On a ici le purée d'aubergine, je vous laisse goûter. Oui, c'est ça. Vraiment, la cuisson fumée, elle est intense. Ouais. Ça va arrondir un peu l'amertume des tanins. On va mettre l'agneau qu'on a préparé. Très bien. Tu vois, Julie, c'est très simple finalement. Le produit est ce qui dicte un peu les règles du jeu. Le vin d'un côté, l'agneau de l'autre. Cuisiner de manière simplement comme on peut faire à la maison. Un carré bien choisi, rôti, 3 minutes au four. Une purée d'aubergines qu'on mixe tout simplement à l'huile d'olive. Un peu de couscous, tout simplement, accompagné de pois chiches juteux. C'est quelque chose qu'on peut réaliser simplement à la maison. Et je pense qu'il y a vraiment une identité. Espagne, côté vin, vraiment touche méditerranéenne dans l'assiette. C'est ce que nous on aime, Julie, tu vois, la simplicité, mais le côté vraiment équilibré entre un mets et un vin. Jamais l'un qui prend le dessus sur l'autre. Et ben moi, cette petite recette d'agneau, ça m'a mise en appétit. Alors, on va reprendre la route parce que si je veux passer à table ce soir, il ne faut pas traîner. Paris est encore loin. J'espère que ces voyages sur les routes de France à travers les vignobles vous ont plu. N'hésitez pas, vous aussi, à vous mettre au fourneau pour refaire ces plats, en inventer d'autres avec du rouge, du blanc, du moelleux ou pas de vin du tout. En tout cas, on retient que sur la table et dans la marmite, le vin fait partie intégrante de la fête et de la gastronomie des pays de France. Allez, à bientôt pour de nouveaux voyages et de nouveaux carnets de jus.